Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le député, Monsieur le Président du Conseil supérieur du notariat, Monsieur le Président du 115e Congrès des notaires de France, mon cher Marc, chers maîtres, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous voici, comme Marc l'a indiqué, au terme de ce voyage de 4 jours à l'international et surtout au terme de 2 années intenses de travail pour l'équipe de ce 115e Congrès des notaires de France. Alors je le dirais très simplement, très sincèrement, j'ai été très fier, très heureux aussi de pouvoir vous accompagner pendant cette période. Comme en 2005, j'ai aussi et surtout beaucoup appris à votre contact. En particulier, j'ai beaucoup appris sur cette activité notariale internationale qui a été au cœur de vos réflexions, qui a été au cœur de vos propositions. Occasion donnée pour moi de confronter quelques idées, quelques convictions qui sont les miennes avec la réalité pratique qui est la vôtre. Alors, avant de formuler ces brèves observations conclusives au sujet des travaux qui ont été menés pendant nos 4 séances, des discussions qui les ont accompagnés, des débats qu'ils ont pu engendrer et de l'adoption de toutes vos propositions, et j'insiste sur toutes vos propositions, et ce, toujours à une écrasante majorité qui pourrait faire douter de ce que le stalinisme est mort. Eh bien, des propositions qui m'amènent à préalablement faire une petite digression liminaire. Ce congrès intervient 20 ans, à quelques jours près, après le magnifique cours qui a été professé dans le cadre de l'Académie de droit international par Georges Droz, qui est l'ancien secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé. Un cours qu'il avait intitulé, en 1999, « L'activité notariale internationale », cours qui, je crois pouvoir le dire, en a jeté les bases, mais aussi dessiné les perspectives. Ce congrès intervient 1 an après la sortie de la 9e édition de cette Bible de la pratique notariale internationale et européenne qu'est le Revillard. Un ouvrage que chacun d'entre vous a dans sa bibliothèque et qui sera désormais accompagné du rapport du 115e Congrès des notaires de France, élaboré sous la férule aussi bienveillante qu'élégante de notre rapporteur général, je veux dire Pierre Tarade. Georges Droz n'est plus. Marielle Revillard, elle, ma complice de plume, est bien là. Et son assiduité aux 4 commissions en témoigne. Sans lui, sans elle, ce congrès n'aurait probablement jamais existé, puisque l'un et l'autre ont contribué à identifier puis à forger cette dimension dorénavant essentielle de votre activité, la pratique notariale internationale, l'activité notariale internationale. Dit autrement, et je le pense sincèrement, ce congrès, c'est avant tout le leur. Et c'est pour cela que je me permets de vous demander de bien vouloir faire une standing ovation à Marielle Revillard, que j'invite sur scène pour que lui soit remis la médaille du 115e Congrès des notaires de France par Pierre Tarade. Je ne sais pas. C'est tout ce que Cyril a trouvé pour meubler. J'aurais dû y penser hier quand j'ai 2 fois cherché à meubler en attendant des intervenants. Marielle,
nous te remettons cette médaille, ce jeton. Tu sais peut-être que tous les ans, l'Institut d'histoire du notariat frappe un jeton qui est distribué sur le stand de l'association de prévoyance. Et cette année, ce jeton a été frappé comme d'habitude, en bronze pour les congressistes, en argent pour les collectionneurs. Et l'exemplaire que tu as ici est un exemplaire en vermeil. Parce que tu nous as fait connaître la merveille du DIP. Donc tu as ce jeton unique en vermeil. On va peut-être rendre la parole à Cérile. Je suis très honorée et très émue par cette marque de gratitude, d'admiration et d'amitié auquel vous avez joint le souvenir de Georges Droz. Merci infiniment pour cette manifestation d'admiration, mais je vous dis tout de suite, tout ce que je l'ai fait, c'est vous qui l'avez fait, car c'est la pratique notariale qui m'a inspiré le revillard, dont j'entends parler sous ce terme, et je voulais dire merci à tous les notaires qui m'ont permis d'œuvrer dans ce sens. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe du Congrès. Pendant 2 ans, j'ai vécu vraiment une expérience intellectuelle remarquable et de formement d'amitié. J'espère tous, je vous remercie à vous tous, et surtout que nous aurons peut-être d'autres projets ensemble. Et merci, et je suis très très sensible à cette marque de reconnaissance. Mesdames, Messieurs, ceci n'est pas une synthèse. Alors c'est peut-être une figure de style, mais je me suis en effet assez longuement interrogé sur ce que j'allais bien pouvoir vous dire à l'occasion de ce moment fort et unique des congrès de notaires de France et ce moment particulier qu'est la synthèse. Rappel étant fait que le congrès des notaires de France est le plus ancien des congrès professionnels au monde. Un congrès qui, cette année et pour la première fois, a donc décidé de franchir la frontière pour se tenir à Bruxelles. Une ville qui s'imposait à plus d'un titre, chacun le perçoit, mais faut-il aussi rappeler que l'un des tout premiers ministres de France en Belgique, on appelait comme cela les ambassadeurs au début du XIXe siècle, bien l'un des tout premiers ministres de France n'était autre que le comte de Latour-Maubourg, et vous comprenez immédiatement le lien entre la profession et la Belgique. En se tenant à Bruxelles, cette synthèse allait-elle subir ce que l'on appelle l'effet frontière qui est mis en lumière de longue date par des juristes, par des économistes, et qui veut que ce qui est vrai dans l'ordre interne n'allait plus nécessairement dans l'ordre international. Cet effet frontière qui fait qu'une action en justice, qualifiée de délictuelle dans l'ordre interne, se métamorphose en action contractuelle dans l'ordre international, qu'un meuble peut devenir un immeuble ou que la réserve, indiscutablement d'ordre public interne, ne l'est pas dans l'ordre public international, ce qui induit peut-être une métamorphose de son fondement dès que l'extranéité paraît. D'où un genre nouveau de synthèse où pêle-mêle apparaîtraient des manières inédites de faire outre-Quiévrain, des manières forcément surréalistes. Une synthèse où l'université se tairait, s'effacerait devant le praticien, qui témoignerait par exemple des incertitudes de son vieux compagnon de route hispano-cubain, Ramon Alonès, quant à son acquisition projetée du château de l'Aubade, acte appelé à être reçu en Nouvelle-France par maître Patrick Mest, qui est un spécialiste incontesté de ces deux sujets. Une synthèse où encore maître Claude Verneuil, notaire à Chinon, vous ferait part de ses interrogations alors que Francis, Philippe et Guy, qui sont revenus il y a quelques jours de la Lune Rouge, viennent de lui annoncer par visioconférence leur volonté de mettre fin conventionnellement à leur triera colombienne avec dépôt de l'acte au rang de ces minutes. Une synthèse encore
où le président Koen-Lenaerts évoquerait le renvoi à la Cour de justice, il y a quelques jours, pour interprétation de l'article 22 du règlement 650-2012 sur les successions, le renvoi d'une question préjudicielle relative au sort de la disposition à cause de mort par laquelle Choupette a formulé une professio juris en faveur de sa loi nationale, la loi birmane, qui va lui permettre, et cela rassurera Philippe Mallory et Jean-Louis Aubert, d'instituer légataire Cendrillon, dont l'avenir est enfin assuré. Redevenons sérieux et revenons à notre propos. Le propos, c'est l'activité notariale internationale, la pratique notariale internationale, et il serait tentant de dire ici, plus qu'ailleurs, qu'il y a bien un ancien monde et un nouveau monde, en espérant toutefois que ce nouveau monde, ici comme ailleurs, ne soit pas le pire de l'ancien. Pierre Tarade, dans son intervention lundi, a bien insisté sur l'ancienneté de la pratique notariale internationale, a bien caractérisé le lien indéfectible qui peut exister entre droit international privé et notariat, dont, une fois de plus, l'Italie du Nord est le berceau. Chacun a à l'esprit les données multiples qui démontrent in concreto la réalité de la mobilité mondiale des personnes physiques et des personnes morales et son corollaire, la multiplication des situations privées internationales, objet même du droit international privé. Le notaire, dans sa double fonction, toujours présente, mais avec des variations dans l'espace, le notaire, dans sa double fonction d'officier public et de conseil des parties, et j'insiste ici sur le pluriel, le notaire ne peut plus ignorer cette dimension de son activité. Il ne le peut plus, et comme je le crois, il ne le doit plus, car une part majeure de son avenir est là, et je veux m'attacher, dans les quelques minutes qui viennent, à vous le montrer. En effet, il est décisif de souligner que le notaire a entre ses mains l'outil qui lui permet de construire cet avenir, de construire son avenir dans cette sphère, le droit international privé, où précisément avenir et futur ne se le disputent que trop. Je veux bien sûr évoquer ici l'acte authentique. Et en ce sens, pour reprendre la formule bien connue de Phocion Francescakis, rappelée par Mac Cagnard lundi, le notaire est bien cet opérateur pacifique du droit international privé. Mais il est désormais, me semble-t-il, plus que cela. Il est devenu, par sa pratique, un véritable spectateur engagé, pour emprunter le titre des mémoires de Raymond Aron, un spectateur engagé du droit international privé. Le rapport, les travaux des commissions, les propositions formulées l'ont démontré, et je souhaiterais donc y revenir brièvement. En effet, vous avez mis en évidence que, par sa pratique notariale internationale, par son activité notariale internationale, le notaire est ce spectateur engagé du droit international privé. Il l'est, en premier lieu, parce que, par sa pratique, le notaire est aux premières loges des évolutions marquantes de la discipline. C'est ainsi que le notaire est le témoin privilégié des évolutions du droit international privé qu'il révèle d'une certaine manière. Il l'est en second lieu parce que, par sa pratique, le notaire est à la manœuvre. Il descend dans l'arène. Et c'est ainsi que le notaire est un des protagonistes des évolutions du droit international privé. Le notariat est bien l'une des fabriques du droit international privé. Le notaire, non seulement témoin, mais encore protagoniste des évolutions du droit international privé. Telles sont les deux grandes leçons, me semble-t-il, que l'on peut retenir de ce congrès. Tout d'abord, le notaire témoin des évolutions du droit international privé. Le notaire est le témoin privilégié, chacun connaît l'expression, il est le témoin privilégié des évolutions du droit international privé. Des deux grandes évolutions que sont sa forme et son fond. Témoin des évolutions formelles, témoin des évolutions fondamentales. Tout d'abord, témoin des évolutions formelles du droit international privé. Chacun l'aura compris au cours de ces 3 journées, le droit international privé a profondément évolué, peut-être été révolutionné au cours de ces 20 dernières années. Or, si je retiens qu'en France, à en croire les données de la profession,
l'âge moyen du notaire titulaire d'office est de 46 ans, cela signifie très concrètement que pour le notaire type, le DIP qu'il a appris sur les bancs de la faculté et éventuellement au CFPN, eh bien ce DIP n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'il doit pratiquer aujourd'hui. Certes, la formation continue constitue une réponse, occasion de rendre hommage au formidable travail réalisé dans le cadre des journées de formation au sein de ce congrès, mais aussi réalisé par la Cénote depuis sa création bien inspirée en 2012. Demeurent nombreux, cependant, les notaires qui n'ont pas nécessairement pris conscience de ce bouleversement des sources du droit international privé. Pour reprendre une formule synthétique utilisée par un de mes collègues dans un excellent manuel, en 20 ans, le droit international privé est passé, et je le cite, d'un droit particulariste, non écrit et savant, à un droit internationalisé, écrit et technocratique. Alors naturellement, on peut avoir la nostalgie de cette période où la Cour de cassation forgeait la notion de fraude en mettant fin aux frasques multiples de Valentine de Riquet de Caraman-Chimay ou encore en déjouant les ingénieuses manipulations du père d'Emery et Leslie en faveur de sa chère Madame Odell. Le notaire ne doit jamais oublier les leçons des grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé. D'ailleurs, il ne doit jamais oublier les leçons du passé. Ceux qui auront demain, très certainement, des doutes sur la conformité aux principes essentiels du droit français, d'une succession soumise à la loi musulmane, eh bien, ceux-ci seront bien inspirés de regarder ce que la Cour de cassation a pu dire à ce sujet dans 2 arrêts, l'un de 1913 et l'autre de 1964. Il importe en revanche que ce même notaire n'ignore plus désormais les arrêts de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, mais aussi d'ailleurs ceux de la Cour européenne des droits de l'homme. Ayant écouté avec attention l'intervention très pédagogique du président Koen-Leenaerts, vous en aurez certainement pris la mesure. Et peut-être qu'apparaîtront bientôt les grands arrêts de la jurisprudence européenne de droit international privé, au nombre desquels l'arrêt Mankopf, l'arrêt Oberle ou depuis l'arrêt WB. Chacun l'aura compris, l'une des évolutions formelles majeures tient à l'européanisation des sources du droit international privé. D'un droit d'essence nationale à objet international, le droit international privé français est devenu un droit d'essence régional à objet international. Mais attention, et le Congrès aura été l'occasion de le mettre en lumière, il ne faut pas sacrifier à une vision trop parcellaire, trop exclusive, trop européocentrée. Le droit international privé appliqué par les notaires ne se résume pas au droit européen, il est bien mondial. Je vise ici d'une part les conventions de La Haye qui jouent encore un rôle décisif et la présence à ces journées de la conférence représentée par son secrétaire général adjoint était essentielle. Je pense encore aux conventions de la CIEC dont la qualité se mesure à l'aune du pillage sans vergogne dont elles ont été l'objet par d'autres enceintes. Et enfin aux conventions bilatérales signées et ratifiées par la France avec de nombreux pays amis comme le Sénégal ou le Maroc. Je pense d'autre part, et je m'y arrête quelques instants, à la source interne qui est encore appelée et pour longtemps, à mon avis, à jouer un rôle d'importance dans des matières où toute tentative supranationale semble vouée à l'échec pour des raisons tenant soit à l'incomplétude structurelle de la construction européenne, mais il serait trop long de développer cette question, soit à la réalité des oppositions fortes entre identités individuelles et identités collectives, ainsi que l'a montré Marc Cagnard dans son discours liminaire. C'est ici en venir à votre première proposition, relative à une codification française du droit international privé, adoptée à une quasi-unanimité. Vous avez là exprimé une attente de praticiens, et j'ai été content de voir que les avocats et les notaires sont pour une fois sur la même ligne, ça mérite d'être souligné. Des praticiens qui rejoignent, si j'en crois la parole officielle, une volonté politique. Vous avez alors dessiné l'architecture de ce code, insistant surtout sur la nécessaire
articulation avec les instruments internationaux et européens, dans une perspective d'harmonie des solutions, cher au doyen Batiffol, à tout le moins dans une perspective de cohérence nécessaire réponse à une matière indiscutablement aujourd'hui éclatée, si ce n'est fragmentée. Jacques Foyer, dernier témoin de la précédente tentative de codification qui remonte à la fin des années 60, à l'initiative d'un garde des Sceaux professeur de droit, eh bien Jacques Foyer a souhaité bon courage au groupe de travail installé depuis quelques mois sous la présidence de Jean-Pierre Ancel. Il a alors utilisé une très jolie image, celle du manteau d'Arlequin. De là à considérer qu'avec la codification, le DIP français pourrait passer de la haute couture au prêt-à-porter, il n'y a qu'un pas que je franchis, me rappelant que grâce au génie français, l'un n'exclut jamais l'autre, et je pense ici à Yves Saint-Laurent. Il y a là un véritable enjeu qui se mesure à l'aune de ce DIP industriel, pour reprendre l'expression de Pierre Tarade, qui veut que l'efficacité notariale doit commander et que les dossiers de DIP soient traités dans les études comme des dossiers normaux à un rite normal. Dès lors, puisque la chancellerie ne vous a pas attendu, pour reprendre la formule très élégante entendue lundi, puisque la chancellerie ne vous a pas attendu, espérons qu'elle saura au moins vous accueillir rapidement dans ce groupe de travail. Ne serait-ce qu'en raison du fait que vous êtes, comme d'autres praticiens, mais peut-être plus que d'autres praticiens, pour les motifs précédemment évoqués, les témoins des évolutions fondamentales de ce droit international privé, des enjeux pratiques dont elles sont porteuses. Ces évolutions fondamentales, ces enjeux pratiques, je voudrais en dire quelques mots maintenant. Un recul certain est nécessaire pour dessiner, avec la sûreté du trait qu'impose la capitale de l'école de la ligne claire, eh bien, pour dessiner les évolutions marquantes de la substance du droit international privé. Des auteurs y consacrent avec talent des pages riches, symboles de ce que le qualificatif de savant, qui a classiquement été accolé à l'expression de droit international privé, eh bien, ce qualificatif n'est pas usurpé. Et observons, pour s'en féliciter, que sur ce point, la doctrine française continue à jouer un rôle de tout premier plan mondial dans ce droit savant. Entre identité collective et identité individuelle, entre souveraineté et globalisation, la substance même du droit international privé est en mutation. Et le notaire se situe à la croisée de ces identités collectives, de ces identités individuelles qu'il a la charge de concilier. Il incarne, par son statut, la souveraineté aux prises avec les réalités de la globalisation. Ce stade ultime ayant succédé à l'internationalisation puis à la mondialisation, comme l'ont montré depuis une dizaine d'années certains économistes, sans que, pourtant, les juristes n'en aient totalement perçu les conséquences quant aux outils qu'ils contribuent à forger. Les évolutions du droit international privé me paraissent alors pouvoir être envisagées selon deux propositions, entre continuité et rupture. La première évolution, inscrite dans la continuité, à laquelle je vais avant tout m'intéresser, est une évolution de la structure même de la règle de conflit, de ce qu'on appelle désormais l'algorithme conflictuel, qualification, rattachement. Une évolution qui touche parfois l'étape de la qualification, surtout l'étape du rattachement. La seconde évolution, que d'aucuns inscrivent davantage dans la rupture, est celle de la place grandissante de la méthode de la reconnaissance comme alternative à la règle de conflit. Et le certificat successoral européen illustre, me semble-t-il, ce mouvement. Mais c'est aussi l'essence de certains arrêts récents prononcés par les juges européens, intéressant ce qu'il est convenu d'appeler désormais la portabilité des statuts personnels. Hugues Fulchiron en a parlé hier, en insistant en ce domaine sur l'emprise des droits fondamentaux protégés au niveau supranational par la Convention européenne des droits de l'homme et demain par la charte éponyme de l'Union européenne. Évoquer cette évolution, qui est peut-être une réalité, une révolution, nous emmènerait, je crois, trop loin. C'est pour cela que, de manière délibérée et en lien avec vos propositions, je me contenterai de m'attacher à la seule évolution de la structure de la règle de conflit, et en particulier au rattachement, observation faite, que cela a à voir indirectement d'ailleurs avec l'autorité de la règle de conflit et partant la redoutable question de l'office du juge. Plusieurs de vos propositions
ne s'explique et ne se justifie que par le constat du caractère exponentiel du rattachement par l'autonomie de la volonté des situations internationales. Il suffit ici de parler de divorce, il suffit d'évoquer les successions, aux côtés du domaine de la responsabilité délictuelle ou encore du domaine plus traditionnel du contrat. On pourrait d'ailleurs s'interroger sur la raison de cet envol de l'autonomie de la volonté en droit international privé contemporain, en particulier dans des sphères où elle a longtemps été considérée comme inenvisageable. Et je parle en particulier du statut personnel. La doctrine scrute de longue date cette question. Et il y a plus de 25 ans que certains ont eu la prescience d'une évolution désormais devenue réalité. Je pense au doyen Pierre Ganager, récemment décédé, ou encore, et c'est l'occasion de rendre hommage aux travaux de la doctrine internationaliste belge, à la thèse de mon collègue et ami Jean-Yves Carlier. Alors, quel que soit le fondement de cette promotion du rattachement volontaire, et il y a des débats, il est devenu une réalité aujourd'hui. Et c'est la prise de conscience de cette réalité, alliée au souci de répondre à l'exigence d'efficacité de vos actes, qui vous a amené à proposer pêle-mêle des outils de sécurisation de cette expression de la volonté des parties. Et j'insiste à nouveau sur le pluriel. La clause d'élection de fort en matière de désunion, la désignation expresse de la loi applicable aux avant-contrats, l'adaptation des textes français au règlement européen sur les régimes matrimoniaux, la publicité des choix de loi dans les conventions partenariales, l'efficacité internationale des mandats d'inaptitude sont autant de propositions qui n'ont de finalité que de sécuriser cette faculté de choix confortée ou désormais offerte aux parties. Et vous le faites avec des outils qui sont les vôtres. Par exemple, les registres, par exemple, la publicité, dont l'importance, ne serait-ce qu'en termes d'opposabilité de ces choix, dont l'importance, cette publicité et ces registres sont cruciaux au titre de ce que certains auteurs ont appelé, au milieu du XXe siècle, l'administration publique du droit international privé, et dont Georges Droz disait qu'elle était un des parents pauvres du droit international privé. Oui, il faut des registres qui respectent la protection des données personnelles, et il faut des registres interconnectés, bien sûr. Allier la liberté et sa traduction, l'autonomie de la volonté, dont vous constatez en tant que témoin l'existence, allier cette liberté à la sécurité juridique dans une optique d'efficacité de vos actes, c'est remplir la mission, c'est remplir le rôle que vous vous assignez en tant qu'officier public, qui plus est conseil impartial des parties. Toutes ces propositions montrent que vous êtes au minimum une source de suggestion, d'évolution du traitement des situations privées internationales. Mais, en cela, il me semble que vous n'êtes plus seulement un témoin privilégié, mais bien un protagoniste des évolutions du droit international privé contemporain. Le notaire protagoniste des évolutions du droit international privé contemporain. Les propos qui vont suivre n'ont d'autre objet que de montrer en quoi les travaux des 4 commissions et les propositions qu'ils ont suscitées et que vous avez adoptées sans coup férir, eh bien, ces propositions permettent d'affirmer que le notaire est bien un protagoniste à part entière des évolutions du droit international privé. Le protagoniste, c'est, nous précisent les meilleurs dictionnaires, celui qui tient un rôle de premier plan. Dit autrement, il s'agit ici d'analyser comment la pratique notariale internationale participe aux évolutions du droit international privé, à la construction de ce droit international privé contemporain. Et en ce sens, il me semble que l'on peut considérer que le notaire est un protagoniste du droit international privé, à raison en premier lieu des actes qu'il dresse, et je m'intéresse avant tout à l'acte authentique, notarié. À raison en second lieu des fonctions que lui, le notaire, que les notaires sont toujours davantage, se voient davantage confiés par les autorités étatiques ou désormais supra-étatiques. Quelques observations tout d'abord sur les actes authentiques dressés par les notaires. Votre présence nombreuse à Bruxelles, la table ronde qui s'est déroulée lors de la première commission en témoigne, les notaires savent sortir de leurs études.
L'action internationale du notariat français est majeure et illustre parfaitement ce qu'est le soft power dont Thomas Gomard nous a donné la définition et dont la profession peut donc s'enorgueillir. Enfant fantôme, titrement le montre à suffisance, les relations internationales sont désormais aussi un terrain de jeu du notariat, en particulier dans ce qu'il est convenu d'appeler la guerre du droit, auquel a été consacré un ouvrage récent qui montre en quoi cette guerre du droit est une composante décisive de la guerre économique qui caractérise notre époque contemporaine. Une guerre du droit dont les armes s'appellent par exemple l'unilatéralisme ou encore l'extraterritorialité et dont la redoutable efficacité n'a que faire des lignes maginaux que certains persistent à promouvoir. Vous l'avez d'ailleurs bien compris avec votre proposition invitant l'État français à vous permettre d'identifier les dispositions impératives. Mais, sachant qu'il ne faut pas confondre droit international et relations internationales, je laisserai aux spécialistes de ces relations internationales le soin d'analyser la situation, ses tenants, ses aboutissants. Je m'en tiendrai plus modestement, plus humblement, comme dirait Philippe Mallory, au seul droit international. En effet, pour revenir au droit international et singulièrement donc à la pratique notariale internationale, un premier parallèle peut être probablement fait. Chacun sait ici que le droit du commerce international, qui est présenté sous l'angle des sources et dans les meilleurs ouvrages, qui est présenté comme procédant aussi et avant tout des opérateurs du commerce international eux-mêmes, eh bien chacun sait que ce droit du commerce international accorde une place décisive aux usages du commerce international. Une place décisive dont témoigne par exemple l'article 1511 du Code de procédure civile qui oblige l'arbitre à statuer en fonction des usages du commerce international. C'est au-delà la lex mercatoria, dont l'existence est aussi débattue que la définition, et ce malgré le célèbre arrêt Valenciana. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que les travaux du 115e Congrès des notaires ont mis en évidence l'existence d'une lex nouvelle, la lex notarii, au risque de m'inscrire dans une tendance un peu trop à la mode qui consiste à voir des légers partout. La lex sportiva, la lex electronica, la lex mediterranea et donc désormais la lex notarii. Je laisserai à mes collègues beaucoup plus savants que moi, et ils sont légion y compris dans cette salle, le soin de se pencher sur cette question. Ce qu'en revanche je tiens pour acquis, c'est que la pratique notariale est, dans l'ordre international comme dans l'ordre interne, une source du droit, ainsi que l'a montré naguère dans une thèse toulousaine dirigée par mon collègue, un de vos confrères. La thèse évoquée montre bien, par exemple, que la notoriété est à l'origine le fruit de la seule pratique, qu'elle a été ultérieurement consacrée par l'ordre juridique national, avant que d'accéder, le 23 mai dernier, au rang d'acte authentique au sens du droit de l'Union européenne, à la suite de l'arrêt WB. Un acte en matière de succession, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité, d'une part, porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique, d'autre part, a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à se faire par l'État membre d'origine. Et cette notoriété est dès lors appelée à circuler sans entrave dans l'espace européen en vertu des dispositions gouvernant l'acceptation et l'exécution des actes authentiques prévus par le règlement succession. Il est possible de conclure que le notaire est bien l'un des protagonistes des évolutions du droit international privé, aux côtés des organisations internationales ou bien sûr des États. Et c'est convaincu de cette qualité de protagoniste que plusieurs propositions ont pu être formulées. Propositions qui ont toutes à voir avec cette arme formidable que les notaires ont dans leur arsenal, l'acte authentique notarié. En une formule, si les usages des commerçants forgent une part essentielle du droit commercial international, l'acte authentique notarié forge une part essentielle du droit notarial international. 3 et même 4 de vos propositions dessinent incontestablement cette perspective. Bien sûr, votre proposition sur la langue de l'acte, mais aussi celle sur la promesse unilatérale authentique, ou encore celle sur le titre exécutoire international, et même celle sur les mandats d'inaptitude. Toutes ces propositions, très largement adoptées par votre Assemblée, démontrent, s'il en était besoin, que l'acte authentique
est un outil qui a un avenir dans l'ordre international. Il témoigne à merveille de ce que de ces contraintes structurelles, il est possible de faire des avantages concurrentiels. De son élaboration à son exécution forcée, le cas échéant, l'acte authentique, aux côtés des documents publics, aux côtés des jugements, circule aux fins de constater et ou de constituer des situations privées internationales. Certes, des adaptations sont nécessaires, vous les avez identifiées au travers des travaux de la deuxième commission. Mais chaque fois avec la préoccupation de ne pas porter atteinte, de ne pas renoncer à ce qui fait l'essence de l'authenticité, que l'on puise sa conception au plus profond de notre histoire ou que l'on s'appuie sur une vision renouvelée, si ce n'est rénovée, en particulier forgée par l'ordre juridique européen. Une même logique devra présider d'ailleurs à toute réflexion et toute proposition relative au recours inévitable à moyen terme. Et je vous invite sur ce point à relire les pages prophétiques de Georges Droz dans le cours de 1999, de relire ces pages à propos du recours aux actes à distance, situation que je préfère présenter comme des actes avec comparution à distance, puisque l'acte reste bien reçu en l'office en France. La circulation des actes est alors l'expression la plus patente de ce que la pratique notariale est bien une source montante de la pratique notariale internationale, de la pratique internationale, du droit international privé, pour et au service des clients, selon une logique de sécurité juridique, où vous parlez la novlangue du moment, de prévisibilité. En ce sens, on ne peut que souligner l'importance de la création du sceau notarial sécurisé sous l'égide de l'UINL. En ce sens, et c'est votre proposition, la promotion de la promesse unilatérale de vente authentique en lieu et place d'autres avant-contrats constitue un emblème très fort de ce notaire protagoniste des évolutions du droit international privé. La faculté de l'assortir d'un certificat de titre exécutoire européen et demain, comme vous le souhaitez, d'un titre exécutoire international offre des garanties à nul autre pareil en cas de difficulté d'exécution. Vendeurs, financeurs doivent en prendre conscience et il appartient au notariat de le faire savoir. Certes, on a pu objecter que cela avait un prix, mais l'efficacité et la sécurité ont un coût. Ainsi, la tradition la plus ancrée est-elle au service de l'innovation la plus avancée, le tout dans une logique d'efficacité et de sécurité juridique des transactions. Mais cette contribution n'est pas la seule, et c'est ici devoir évoquer en dernier lieu les fonctions internationales désormais dévolues aux notaires par les autorités étatiques ou les autorités supra-étatiques. Le recul de l'État souverain est, en tout cas en Europe, une donnée acquise. Au-delà même des conséquences inhérentes à la logique de la construction de l'Union européenne, force est de le constater, sans même en rechercher les raisons, le désengagement constant de l'État. Les situations privées internationales n'échappent pas à ce phénomène, même si cela peut apparaître comme un des paradoxes majeurs à l'heure où, par exemple, il n'y a jamais eu autant de Français expatriés. Alors que l'on pourrait souhaiter que l'État soit aux côtés de ses citoyens d'ailleurs, ce que traduit votre proposition sur le mariage consulaire, ou encore, et peut-être davantage, votre proposition invitant à éviter certaines doubles impositions, la situation est hélas tout autre. Face à ce que je suis bien obligé d'appeler la défaillance de l'État, c'est-à-dire d'un État qui ne prend plus ses responsabilités, eh bien le notaire se trouve dès lors investi de nouvelles missions, de nouvelles fonctions qui apparaîtront en réalité comme l'expression la plus évidente de la souveraineté, comme la traduction d'une ultime manifestation de l'identité collective nationale, au cas précis de l'identité française. Mais cela va encore plus loin. Et voilà que l'Union européenne investit le notaire de missions tirées de l'adoption de certains instruments internationaux relatifs au droit international privé, manifestation inédite d'un embryon de puissance publique européenne et peut-être première étape d'un véritable notariat européen. Revenons aux différentes illustrations que chacun connaît et dont certaines ont été l'objet de vos propositions. Illustration de cette administration quasi publique du droit international privé dont nous assistons à la naissance à bas bruit.
Votre rapport l'évoque, le divorce conventionnel, la délivrance de l'apostille appelée à être confiée au notaire en application de la loi de réforme de la justice de mars dernier, ainsi que l'a annoncé le directeur des affaires civiles et du Sceau lundi. Les procurations à l'international sont autant d'hypothèses où cette dimension naissante de la pratique notariale internationale doit être scrutée avec la plus grande attention. Car, au-delà des textes, c'est cette pratique qui fera aussi le droit international privé notarial de demain. Face au délestage des juridictions, face au désengorgement des greffes, au désengagement des consulats, eh bien, s'ouvrent de nouveaux champs de fonctions, de pratiques notariales internationales et, souhaitons-le, de bonnes pratiques internationales. Et le mouvement ne devrait pas s'arrêter, allant même jusqu'à penser que, dans la ligne de votre proposition sur la ratification de la Convention Trust et des observations de votre confrère de Genève, eh bien, les notaires devraient être des protagonistes décisifs dans l'accueil en France des effets de ces trusts valablement constitués à l'étranger, en particulier dans le véritable travail de contrôle de légalité qui découle des dispositions des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye et qui permettent d'éviter la fraude, la contrariété à l'ordre public. Mais, et c'est un mouvement complémentaire encore trop peu perçu, me semble-t-il, trop peu analysé en tout cas, cette administration quasi-publique du droit international privé trouve sa source directement dans le droit de l'Union européenne, dans l'ordre juridique européen. Inauguré avec le règlement sur la société européenne qui a conduit à confier aux notaires le contrôle de légalité des traités de fusion constitutifs des futures sociétés européennes, le droit de l'Union européenne renforce étape par étape ses fonctions. Vous l'avez parfaitement perçu avec votre proposition sur une meilleure utilisation du certificat successoral européen. Certificat successoral européen qui, et cela mérite d'être souligné, semble largement susciter l'intérêt de vos confrères d'États tiers, ainsi que leurs nombreuses interventions en séance l'ont montré. Les suggestions très concrètes formulées par vos soins afin d'améliorer, d'augmenter la pratique du certificat successoral européen, ces suggestions participent bien de ces bonnes pratiques internationales et contribuent dès lors à l'évolution du droit international privé. De même en est-il de la question de la vigilance qui a été exposée ce matin de manière passionnante dans le cadre de la 4e commission et dont, rappelons-le, le fondement juridique contraignant réside dans une succession de directives de l'Union européenne, succession à un rythme effréné. Permettez-moi de souligner ici que vous êtes en présence d'un véritable défi, et un défi qui est un défi double. En premier lieu, c'est un défi pour le service de vos clients, que ce soit au travers de l'élaboration d'un acte authentique efficace dans un contexte international ou au travers de la mission de conseil des parties, bien sûr. Mais aussi, et en second lieu, c'est un défi pour la profession elle-même. Disons les choses très simplement. Pour ne prendre que l'exemple du seul certificat successoral européen, si les 22 notariats qui sont aujourd'hui en charge au sein de l'Union européenne de son établissement, de sa délivrance, s'acquittent de la fonction confiée par l'Union européenne, eh bien, cette Commission européenne, lorsqu'elle devra établir le rapport d'application du règlement, ne pourra que constater l'efficacité notariale. Et, je suis prêt à le parier, conforter pleinement le statut des notaires au sein de l'Union européenne. Tout ceci permet de souligner que le droit international privé est bien une matière complexe, que pratiquer le droit international privé est une tâche complexe. C'est une activité où il existe indiscutablement, indéniablement, ce que les économistes appellent une asymétrie de l'information. Asymétrie de l'information qui est aujourd'hui le maître mot des autorités de concurrence, des juridictions de la concurrence. Ces tâches complexes, cette asymétrie de l'information sont consubstantielles de la notion d'activité réservée. Activité réservée qui est alors protégée par la jurisprudence la mieux établie, par la récente directive proportionnalité. Comprenez que la pratique notariale du droit international privé aura à voir avec la question de la déréglementation de la profession. Voilà, c'est fini, comme l'a chanté pour notre plus grand bonheur Jean-Louis Aubert. C'est fini et il me faut conclure et vous remercier de la confiance témoignée. Non sans vous livrer tout de même 2 dernières réflexions très brèves.
2 propositions qui traduisent ma seule préoccupation. Que ce congrès en terre belge, où il a fait beau et chaud, petit clin d'œil à celui qui me succédera dans un an, eh bien que ce congrès ne soit pas sans suite concrète. Comme tout bon Lyonnais, je suis avant tout un pragmatique. En quelque sorte, vous livrez mes propositions, que j'espère vous adopterez aussi à une très large majorité, si ce n'est à l'unanimité. La première proposition tient à la formation notariale. Conscience doit être prise à l'issue de ces journées que la formation initiale ne peut absolument plus faire l'impasse sur le droit international privé. Et à l'heure où on réfléchit au futur programme des notaires et de leurs collaborateurs dans le cadre de l'INFN, c'est un enjeu, me semble-t-il, essentiel. Chacun admettra que jusque-là, en la matière, eh bien, on était plutôt dans la logique du saupoudrage et d'un saupoudrage parcimonieux. Il faut changer de braquet, comme dirait le désormais célèbre Garcia Avello. Quid d'une vraie semestralité de pratiques notariales internationales, à tout le moins un temps d'approfondissement qu'on peut nommer spécialisation. Le programme, mais le programme il existe, il a été écrit par vos confrères dans le cadre de ce congrès, même si quelques ajouts pourraient être envisagés, je pense en particulier au droit des sociétés. Le véhicule réglementaire, il existe aussi, c'est le décret sur la formation évoqué lundi et annoncé pour les prochains mois. La seconde proposition tient à la profession. Au minimum, 88 pays dans le monde ont le notariat en partage, ont l'acte authentique notarié en partage. Ce sont les notariats aujourd'hui membres de l'Union internationale du notariat latin. Il y a là les germes d'un formidable réseau, dont on parlait il y a quelques instants, d'un formidable réseau dont l'utilité n'est pas à démontrer dans l'optique de la pratique notariale internationale. La multiplication des situations privées internationales, la fréquence accrue des hypothèses d'application d'un droit étranger à un acte établi par le notaire, eh bien, toutes ces situations sont autant de cas où le réseau notarial mondial pourra offrir une réponse opérationnelle au bénéfice des uns et des autres. Et ce faisant, le notariat illustrera, traduira parfaitement la figure théorique et dogmatique mise en lumière il y a quelques années par 2 de mes collègues belges, je veux dire François Host et Michel van de Kerkhoff. Cette figure qui conduit à considérer que dans le monde contemporain, l'ordonnancement juridique glisse irrémédiablement de la pyramide au réseau. Décidément, tenir ce congrès en terre belge a été une idée de génie et que Marc Cagnard en soit infiniment remercié.